matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et dans notre matinale Tocsin, aujourd'hui, très heureuse de recevoir Jean-Louis Imbert. Bonjour Jean-Louis Imbert. Bonjour Clémence, bonjour à l'équipe de Tocsin. Mes meilleurs vœux de santé et de développement pour 2024. Ah bah très bien, nous prenons. Merci beaucoup et meilleurs vœux à vous et à toutes, évidemment, à tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs en direct. Merci à eux. Jean-Louis Imbert, aujourd'hui, vous êtes, je le rappelle, journaliste d'investigation. Vous nous présentez ce livre, Les Destructeurs, US Imperium, la fin. Selon vous, donc, le nouveau monde émerge et on en parle avec vous. C'est un livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, pour commencer, évidemment, un livre très très riche, une enquête très fouillée, avec beaucoup de sources qui nous permet, en fait, et je pense qu'il faut garder ce livre près de soi régulièrement et s'y repérer parce qu'on voit, en fait, toutes les arnaques de ces 50 dernières années pour être modeste, on va dire, dans le temps. On voit qui détruit notre Europe, notre France, nos intérêts. Et vous les appelez les destructeurs. On avait tendance à parler d'État profond. Vous parlez de destructeurs. Alors, qui sont ces destructeurs? Vous les appelez également les donneurs d'ordre à la bourse de Wall Street, les exécuteurs à la Maison Blanche. Qui sont-ils exactement? Et quel est leur plan? Pour faire simple et pour commencer cette émission ensemble. Les destructeurs, ce sont surtout les principaux dirigeants des grandes sociétés financières et des grandes sociétés transnationales des États-Unis qui se partagent entre eux avec des représentants de l'État de l'administration des États-Unis depuis principalement depuis le nouveau capitalisme industriel, disons depuis les années 1915-1920. Essaie de s'approprier les richesses du peuple au niveau international. On l'a vu en 1918 avec la grande coalition qui a été formée par les États-Unis et qui a entraîné une quinzaine de pays de corps expéditionnaires pour essayer de s'approprier les richesses de la Russie, le pétrole, les minerais précieux, l'or, le bois, l'armement. Donc c'était vraiment sans déclaration de guerre, ils ont carrément essayé de piller la Russie pour défendre les intérêts de leur société qui était déjà implantée du temps de l'ancien régime russe, tsariste, tout comme ils ont essayé de, pardon, tout comme ils se sont appropriés Haïti. Vous avez vu l'enquête qui a été faite par cette très belle enquête qui a été faite par des journalistes aux États-Unis, Oui. qui explique Alors ça, j'ai comment... découvert ça dans votre livre. Alors expliquez-nous justement Haïti, ce qui s'est passé exactement et comment finalement les Américains ont complètement tiré profit, on va dire, de cette situation. Nous sommes au tout début avant le début des années 20, entre 1914 et 1917-18, et carrément, vous avez un corps expéditionnaire envoyé par la Maison Blanche qui a débarqué à Haïti, pillé tout l'or de la banque d'Haïti, qui a été transvasé par charrette jusqu'à une canonnière qui se trouvait au large des côtes d'Haïti. Cet or a été ensuite stocké à Wall Street et ils ont ensuite mené une véritable guerre contre Haïti et imposé une dictature qui allait suivre après. On connaît ensuite les malheurs d'Haïti, mais c'est-à-dire ça montre déjà à l'époque la volonté de ce gouvernement de s'approprier des richesses de peuple et de transformer un peu des régions bien au-delà de son centre, des États-Unis qui venait de se fédérer dans les années 1770, 1776, d'aller bien au-delà pour essayer de s'approprier les richesses des peuples. Alors après, ça a pris différentes formes, vous l'avez vu dans le livre, c'est ce qu'explique notamment John Perkins, qui était l'un des assassins économiques, où là, les États-Unis vont préparer, vont planifier. Alors ce ne sont pas les États-Unis, il ne faut pas voir ça comme ce sont des gens à l'intérieur de l'appareil d'État qui regroupent les grandes sociétés financières transnationales, les grandes sociétés économiques, avec des représentants de l'administration, principalement du ministère des Armées, enfin de la Défense, et puis des secteurs économiques et financiers qui programment, qui préparent bien à l'avance les plans d'appropriation. Les plans d'appropriation, c'est ce qui s'est fait dans les guerres contemporaines, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Libye, que ce soit la Yougoslavie, la République fédérative de l'Yougoslavie ou aujourd'hui l'Ukraine.
Oui, c'est exactement ce que vous décrivez. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur l'Ukraine, mais vous le rappelez en effet à travers toutes ces guerres que vous rappelez, des guerres finalement qui servent à servir les intérêts de ces grandes entreprises, de ces assassins économiques, comme vous le dites. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ils tirent les intérêts, enfin, quels sont leurs intérêts à mettre en place ces guerres? Ah, mais leur seul intérêt, il est double. Il est d'abord financier, il est d'assurer les ressources, les ressources énergétiques essentielles pour les États-Unis. Mais quel que soit le moyen, je veux dire, heu, ils ne recherchent pas forcément à imposer un régime à la tête d'un État. Du moment que le chaos règne et que leurs sociétés peuvent piller le pays, pour eux, aujourd'hui, c'est l'essentiel. Le cas en Libye est flagrant. Du reste, monsieur Trump l'avait dit, Oui. heu, quel intérêt de faire la guerre à la Libye si c'est pas pour s'approprier son pétrole? Oui, 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 c'est ce que vous citez en effet. Alors si on vient sur, par exemple, la guerre la plus récente, enfin maintenant il y a Israël-Palestine, vous pouvez peut-être en dire un mot. Je ne sais Oui. pas si ça avait commencé au moment où vous écrivez votre livre, mais en tout cas parlons déjà de la scène ukrainienne. Comment tire-t-il les marrons de ce feu? Bah, alors, déjà, la guerre en Ukraine n'a pas commencé, comme on tenterait de nous le faire croire dans la plupart des médias en France, en 1922 ou Mmh, en 2022, pardon, ou en 2014. Depuis les années 20-30, les États-Unis essaient de déstabiliser l'Ukraine, mmh, quel que soit le régime en place. mmh. Mais il y a Leur toujours des objectif noms qui reviennent, hein, c'est ce que vous rappelez d'ailleurs, Victoria Nuland et d'autres, des noms qui sont quand ouais. même, qui passent d'un mandat à l'autre. Oui, leur objectif, c'est de créer une division entre les Européens. Ça, c'est l'objectif principal, c'est que l'Europe soit divisée. Mmh, Donc pour diviser l'Europe, ils disposent d'un outil, si je puis dire, qui est important, qui est l'Union européenne. mmh. Et au travers de l'Union européenne, vous pouvez voir du reste que, heu, à chaque fois, l'Union européenne s'aligne sur les décisions de Washington, Oui, oui. que vous preniez la Libye, que vous preniez, la question de la République fédérative de Yougoslavie, que vous preniez l'Ukraine, les pays baltes ou d'autres. À chaque fois, l'Union européenne, c'est un peu l'outil qui va servir à Washington pour diviser les Européens entre eux. Alors quand vous Quand je appelez, parle oui voilà, allez-y, précisez parce que dans votre livre vous le précisez bien d'ailleurs, quand vous parlez de l'Europe, vous parlez de cette Europe géographique et on va dire naturelle, qui ouais. comprend un continent qui peut naturellement se tourner vers la Russie, comme l'avait analysé le général de Gaulle finalement, de l'Atlantique Tout à à l'Oural. fait. Euh, alors que on n'est pas dans l'Europe de l'Union européenne qui, elle, comme vous venez de le rappeler, sert les intérêts américains. Non, exactement. C'est du reste l'objet de 2 enquêtes que j'espère pouvoir publier, dans le courant d'entre mars et le mois de mai 2024 pour égayer un peu la campagne des élections aux eurodéputés, européens, où je montre comment l'Union européenne a été conçue à l'origine et je veux dire mise en place par les États-Unis au travers d'une multitude d'associations, d'organisations qui, dans un premier temps, vont, vanter les bienfaits de la supranationalité et qui va déboucher en 1992 sur l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Oui, bah, on voit de toute façon, c'est la condamnation de Jean Monnet et puis le fait de dire l'Union européenne, enfin, de savoir que c'était un agent finalement des Américains, de servir avant tout en effet le fédéralisme américain. Et vous le rappelez, ça d'ailleurs, l'AMGOT, etc., la stratégie Oui. américaine sur les visées américaines, sur la France notamment, mais sur l'Europe également, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, vous le rappelez également. J'aimerais bien qu'on revienne, vous commenciez à le dire, cette stratégie de division sur l'Ukraine. Euh, mais comment, finalement, quels sont leurs intérêts, on va dire, ce sont notamment des grands entrepreneurs. Comment voient-ils leurs intérêts? Est-ce que c'est dans la reconstruction comme BlackRock? Comment peuvent-ils tirer intérêt financier à ce chaos qu'ils organisent? Bah, si vous prenez déjà aujourd'hui la situation de l'Ukraine, l'économie ukrainienne n'existe plus. Elle Oui. n'existe que par, les milliards et les milliards de dollars et d'euros que Washington et Bruxelles, l'Union européenne, investissent dans l'Ukraine. Mm, Et dans un conflit, tels que ceux qui sont déclenchés, dans l'époque contemporaine, je veux dire que le trafic d'armes ou la vente des armes, c'est peanuts. L'essentiel, c'est la dette que vous fabriquez au pays. C'est-à-dire que vous, comme le souligne John Perkins, que j'interviewe, oui. l'essentiel, ce n'est pas de l'argent qui est donné à l'Ukraine, c'est de l'argent qui est prêté à l'Ukraine.
Et comment voulez-vous qu'un pays dont l'économie est aujourd'hui complètement détruite puisse rembourser sa dette? Le seul moyen de rembourser sa dette, c'est de donner à des sociétés transnationales. Quand je dis donner, je dirais presque pour un euro symbolique. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui se partagent l'économie ukrainienne. C'est le cas du fonds d'investissement BlackRock, mais c'est le cas aussi dans le secteur agricole. Vous retrouvez d'autres sociétés transnationales comme Dupont de Nemours, Monsanto, Cargill, etc., qui s'approprient différents secteurs de l'économie ukrainienne. Ça, je veux dire, et quand Zelensky dit, il demande de l'argent, de l'argent, de l'argent, mais il ne peut déjà plus rembourser la dette qu'a l'Ukraine. Mmh. Oui, Et puis, bon, le deuxième objectif, c'est bien sûr de transformer l'Ukraine en une plateforme militaire pour essayer, dans un second temps, d'attaquer à nouveau la Fédération de Russie et de provoquer des déstabilisations, comme on l'a vu au Daghestan, en utilisant des groupes religieux, par exemple. oui. Alors, intéressant dans les guerres, parce qu'on parle de véritables guerres ici armées, militaires, mais il y a aussi des formes de guerre économiques. Un petit peu plus discrètes, on va dire, et puis des guerres biologiques. Et vous-même, hein, vous rappelez dans votre livre que les Américains ont compris que ce serait finalement les prochaines guerres américaines se feraient de cette façon. Et je vous cite, hein, alors, je vais vous citer en fait un texte de référence qui est le texte Reconstruire les défenses de l'Amérique en septembre 2000, produit, vous allez m'arrêter si je me trompe, par l'administration de George Bush, qui dit ceci: des formes avancées d'agents de guerre biologique dotés de la capacité de cibler des génotypes spécifiques pourraient faire passer la notion de guerre biologique du rang de la terreur à celui d'un instrument politique utile. Donc on voit en effet cette question. Je vais citer un autre extrait. Il existe aujourd'hui des armes biologiques qui ont la capacité d'affecter, de tuer seulement certains génotypes particuliers comme les Africains ou les Asiatiques. Il se trouve qu'en Ukraine, on sait qu'il y a eu des laboratoires biopharmaceutiques, etc., qui ont été développés par les Américains sur place, beaucoup de mystères autour de ces laboratoires où certains se demandaient si ce n'était pas un développement d'armes biologiques et potentiellement ciblées. Est-ce que vous pensez que c'est possible au vu de ce que vous venez de révéler sur ce recours aux armes biologiques reconnues comme étant la nouvelle arme des Américains? Oui, tout à fait. Du reste, les États-Unis ont déjà utilisé des armes biologiques contre d'autres pays. Euh, Quand ils ont voulu essayer de renverser le régime cubain, par exemple, Oui. ils n'ont pas hésité à utiliser des armes biologiques pour détruire les cultures de canne à sucre. Une autre fois, ils ont importé à Cuba une autre arme biologique. Alors, c'est pas arme, je veux dire des virus biologiques qui ont été diffusés à partir d'agents qui étaient sur place en direction de la filière porcine, qui est très importante pour la nutrition à Cuba, afin d'essayer de détruire toute la filière de production en question. Hmm. Mais ça va plus loin que ça. Je crois que c'est en 1976, dans le métro de Moscou, de New York, pardon, ils ont été jusqu'à tester des armes biologiques. Alors, il y a un rapport de la CIA qui a été déclassifié, qui rapporte aujourd'hui ces expériences qui ont été faites. C'est cela pour vous dire que pour les États-Unis, quand vous lisez, comme je l'ai fait, que vous vous reportez aux travaux qui sont faits par les milieux des dirigeants impérialistes de Washington, Hmm. c'est-à-dire ce cercle des ultra-conservateurs, de gens qui n'envisagent l'existence des États-Unis qu'au travers de son hégémonie sur le reste du monde. Oui. Quand vous lisez les textes de ces gens-là, mais vous vous apercevez, vous ne savez plus trop si vous êtes dans le domaine du politique ou de la psychiatrie. Hmm. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont prêts à utiliser mais tous les moyens pour imposer l'hégémonie US. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça est sourcé et lisible. C'est d'ailleurs, vous sourcez, vous donnez les extraits. Et tout ça peut être retrouvé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fait partie aussi de la particularité américaine, hein, qui finalement est tellement sûre de sa prédominance elle assume le fait d'annoncer haut et fort quels sont ses projets. Ça fait partie du jeu américain, on va dire. Donc en tout cas, guerre, armes biologiques. Pour revenir sur l'Ukraine, vous pensez que c'est quelque chose qui a été envisagé sur ces fameux laboratoires, d'ailleurs, avec lesquels sont liés indirectement la famille Biden, via le fils Biden. Oui. Vous pensez que c'est des choses qui ont été développées également? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que les États-Unis raisonnent sur le long terme. Ils espèrent pouvoir transformer l'Ukraine, comme je le disais, en une plateforme militaire
pour déstabiliser toute la région. Alors, ils ont 2 objectifs, hein, principalement. D'une part, c'est diviser l'Europe. Mmh. Là, pour le moment, ils y sont parvenus grâce à l'Union européenne. Oui. Et 2e chose, c'est d'arriver à faire que toute la zone frontalière de la Russie devienne une chaîne de déstabilisation, parce qu'ils rêvent encore de s'approprier la Russie. Mmh. Ils ont oublié leur défaite de 1918-1922 avec leur corps expéditionnaire, et ils ont oublié Stalingrad. Donc, ils s'appuient sur les forces, les groupes néo-nazis, les groupes fascistes, hein. Faut quand même pas Ça vous le oublier que rappelez également, oui. s'est distingué lors de la Seconde Guerre mondiale, Mmh. avec l'assassinat de près d'1 million de personnes de confession juive. Les gens qui défilent dans les rues d'Ukraine aujourd'hui avec les drapeaux à croix gammée, avec ceux qui, à l'époque, ont pratiqué ces assassinats de masse, c'est là-dessus que s'appuient les États-Unis pour essayer, d'une part, de diviser les Européens et d'autre part, bon, de s'approprier les richesses d'Ukraine. Mmh. Même s'il n'y a pas grand-chose à tirer de l'Ukraine dans la situation où ils ont mis ce pays aujourd'hui, tout ce tout ce qu'ils peuvent s'approprier est bon, et Oui. quel qu'en soit le prix. Oui, alors en parlant du nazisme, vous le rappelez, vous avez tout un chapitre sur le sujet, hein, sur les relations, on va dire, troubles entre les Américains et les grands émissaires nazis. Washington et Berlin recrutent des nazis pour promouvoir la démocratie, c'est ce que vous rappelez. Vous donnez un certain nombre de noms, et puis également vous rappelez les entreprises américaines, les grandes entreprises américaines qui ont continué de travailler avec les nazis pendant notamment la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, les soldats américains qui ont pu être surpris, Ouais. vous racontez cette histoire des chars qui ont été retrouvés, qui étaient et ceux des Américains et ceux des nazis en même temps. Voilà, des choses qui posent évidemment question. Mais on va avancer parce que votre livre est très très riche. Je voudrais qu'on revienne sur... Vous parlez finalement des copains d'Emmanuel Macron. Finalement, là, on parle de ceux qui tiennent les rênes, hein, de cet effondrement, ceux qui sont intéressés, ces grands exécuteurs, ces assassins économiques, comme vous les appelez. Mais Emmanuel Macron et son réseau français joue un rôle. J'aimerais bien que vous nous disiez lequel. Et ensuite, puisque c'est l'annonce quand même de ce livre et qu'on arrive en 2024, on veut des bonnes nouvelles, vous dites mais tout ça est bientôt fini. L'empire américain arrive à sa fin. Donc racontez-nous d'abord Emmanuel Macron et ensuite pourquoi il arrive à sa fin. Oui, alors concernant Emmanuel Macron, si vous voulez, il faut pas voir l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir comme un complot, hein. Il n'y a pas de complot. Vous avez une multitude d'associations qui sont des associations atlantistes, à la tête desquelles vous retrouvez tantôt des hauts fonctionnaires français, tantôt des dirigeants de grandes sociétés françaises, de la finance, mais aussi de d'autres secteurs, qui se réunissent, qui ont en charge, si vous voulez, de faire un véritable travail de repérage de personnes qui, plus tard, peuvent servir les intérêts des États-Unis par les postes qu'elles occuperont, soit au sein du pouvoir politique, soit au sein de la haute administration. Donc c'est quelque chose qui se programme à l'avance, et c'est, si vous voulez, tout un travail d'influence qui est Oui. fait. C'est-à-dire qui peut servir nos intérêts. Ah, le petit Macron peut nous intéresser. Il a fait l'ENA, il est passé par la finance. On peut peut-être le proposer à la banque Rothschild, parce que tous ces gens-là se rencontrent, se cooptent entre eux. Vous retrouvez tous les réseaux des anciens des grandes sociétés transnationales et de la haute administration, qui se retrouvent au sein de ces creusets, si vous voulez. J'appelle ça des couveuses, moi, par le fait que, bon, ils repèrent ceux qui peuvent servir plus tard ses intérêts, et puis ils voient dans quelle mesure ils peuvent favoriser leur ascension au sein de l'appareil d'État, jusqu'à ce qu'ils occupent des postes très importants, non seulement dans les ministères, mais principalement le ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères surtout, et puis pourquoi pas la présidence de la République. Hmm. Alors vous Le citez cas de quelques Monsieur noms, hein. Macron est Oui. le cas de Monsieur Macron est intéressant parce que, il a suivi tout ce parcours. Il a été introduit après à l'Élysée. Vous avez vu, j'explique comment dans le livre, il arrive au pôle économique et financier et devient conseiller, du président Hollande. Et à partir de là, comment va s'organiser la promotion d'Emmanuel Macron au sein de l'appareil d'État? Alors, ça ne tient pas uniquement, je veux dire, qu'à ces réseaux. Ce sont essentiellement ces réseaux qui agissent au sein de l'appareil d'État français. Mais il y a également, bon, la capacité d'Emmanuel Macron à utiliser et à jouer avec ces réseaux
pour parvenir au poste suprême. Et puis là, évidemment, à partir du moment où vous faites allégeance à des réseaux de cette ampleur, une fois qu'ils ont favorisé votre accession au plus haut poste à responsabilité, eh bien, vous leur êtes redevable. Oui, évidemment. Vous donnez quelques noms, Henri Hermont, Jean-Pierre Jouyet, il est passé par le cabinet de Jacques Oui, Jean-Pierre Delors. Juillet. Jean-Pierre Jouyet, c'est un monsieur qui a un parcours passionnant parce que c'est l'exemple type, si vous voulez, du haut fonctionnaire qui va passer aussi bien dans des cabinets ministériels de Premier ministre, qui va se retrouver après directeur général de la filiale française de la banque Barclays, qui va transiter par la Banque de France, qui va se retrouver. Donc, si vous voulez, c'est le système des portes tournantes qui permet à des hauts fonctionnaires de passer tantôt du privé au public, au point, comme le dit John Perkins, qui est un assassin économique, l'explique. Il me dit, aux États-Unis, quand vous avez quelqu'un qui arrive à la Maison-Blanche, il y a un tel aller-et-vient, un tel, comment vous dire, un tel passage du secteur public au secteur privé qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quand ils sont dans l'État, s'ils servent les intérêts de l'État ou les intérêts du secteur privé. Et bien évidemment, il apparaît très clairement, et Perkins donne quelques exemples, que quand ils sont dans l'appareil d'État, ils servent les intérêts de sociétés privées, y compris de sociétés dont ils continuent d'être actionnaires tout en occupant des postes importants dans l'appareil d'État. Oui, et on l'a très bien vu avec l'affaire notamment McKinsey, hein, au Voilà. moment notamment où McKinsey était tellement confondu avec les ordres du gouvernement que bon, il y a quand même une commission d'enquête qui a été faite parlementaire, mais on est quand même très loin de l'ensemble des révélations. Mais on voit que McKinsey était totalement partie prenante du gouvernement, notamment pour la gestion du Covid. Donc ça pose véritablement des questions, surtout que McKinsey est une entreprise privée américaine. Voilà. Donc tout ça est relié à ce que vous nous annoncez. Et puis alors, vous nous dites qu'on arrive à la fin de cette ère, à la fin de cet empire américain. Pourquoi, selon vous? Oui, alors quand je dis la fin, c'est pour dire que l'hégémonie US est en train de décliner. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Hmm. On voit bien que le système devient de plus en plus agressif, du reste, au travers des Oui, guerres qu'il mène, au travers de la violation maintenant répétée de manière systématique des conventions internationales, qu'il s'agisse des conventions sur le respect des accords signés, on l'a vu avec l'Ukraine, qu'il s'agisse des conventions qui ont été signées pour le commerce, parce que tous ces gens qui prônent la libre entreprise sont les premiers à interdire le commerce avec tel État, avec Cuba, avec l'Iran, avec tous les États qui ne bien leur sûr. conviennent pas, ou des États dont ils veulent écarter, par exemple, la France. Vous voyez, ce que l'on voit aujourd'hui depuis le début des années 1990 jusqu'à nos jours, sur tous les pays arabes et sur l'Afrique, ça a été la volonté des États-Unis d'écarter la France de pays avec lesquels elle entretenait de longue date des relations culturelles, économiques, quelles qu'elles soient, je veux dire. Mais il y avait des relations étroites qui pouvaient profiter aux deux pays. Oui. Le problème, c'est C'est qu'il ce y a... qu'on voit notamment sur le conflit israélo-palestinien et le soutien inconditionnel français, en tout cas annoncé comme tel, français à Israël. Oui, alors là encore, vous avez les États-Unis en sous-main. Hmm. Le Hamas, je veux dire, n'a jamais été un défenseur du peuple palestinien. Les dirigeants, c'est une organisation, le Hamas, je vais faire court, qui au départ n'a pas été créée par le Mossad ou par la CIA, comme certains le disent. C'est une organisation arabe au départ. Et cette organisation arabe, elle a été prise en charge par l'organisation des Frères musulmans. Et l'organisation des Frères musulmans, partout où que vous alliez de Rabat au Maroc jusqu'à Damas en Syrie, et même au-delà dans certains États de la Fédération de Russie, partout où vous trouvez les Frères musulmans, vous retrouvez en arrière-train, en retrait, les États-Unis qui agissent pour favoriser Le des trouble. actions Hmm. on l'a vu en Libye, on l'a vu en Algérie, où ils ont été tenus en échec, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Égypte, après on l'a vu en Syrie. Hmm. Partout, vous retrouvez ces organisations. Et le Hamas, je veux dire, il faut être sérieux quand même.
Vous avez 2 services dans toute cette zone du nord, de l'Afrique du Nord et du du Proche-Orient. Vous avez 2 services de renseignement qui sont très efficaces. Ce sont les services de renseignement algériens et les services de renseignement israéliens. Oui. Vous n'allez pas quand même me faire croire que depuis le temps que le Hamas préparait cette agression contre Israël, que les services de renseignement israéliens n'étaient pas informés de ce qui se tramait, d'autant que ça a été une intervention assez violente, avec la mort quand même de milliers de personnes, hein, Mm. Palestiniens, Israéliens. Est-ce que cela profite au peuple palestinien? En aucune manière. Et il faudra quand même, alors là, permettez-moi de donner mon avis sur cette question, que cela plaise ou non, Israël, c'est un État de fait, peut-être, mais c'est un État qui s'est constitué à partir d'une population qui a été importée sur place. Mais cette population, elle a réussi à construire un État moderne. Elle a réussi à construire un État, alors dans des conditions qu'on peut discuter sans doute, mais c'est un État de fait. Et la solution aujourd'hui, c'est à mon avis, si on veut que la paix revienne, c'est d'avoir des dirigeants qui soient capables de se parler entre les dirigeants israéliens et les dirigeants Oui, palestiniens. oui. Et le Hamas, du reste, a été soutenu par les États-Unis afin d'éloigner l'OLP, qui était une organisation Tout à laïque. fait. Et c'était la Voilà, politique de Benjamin Netanyahou. exactement, tout à Qui fait. aujourd'hui parle de barbares contre la lumière, mais en fait c'est lui qui a nourri cette main barbare, ce qui est intéressant et qui va tout Exactement. à fait dans le sens de votre livre. Jean-Louis Imbert, une dernière question puisque vous disiez l'espoir se lève à l'Est, j'aimerais bien, on a déjà dépassé le temps, mais vous pouvez nous expliquer pourquoi il se lève à l'Est? Alors écoutez, je dirais l'Organisation de coopération de Shanghai, je dirais l'Union économique eurasiatique et je dirais les BRICS+. Ce qu'il y a de remarquable, ce qui se passe entre Moscou et Pékin, mais pas seulement avec Moscou et Pékin, avec la Biélorussie, avec un tas de pays à travers le monde, c'est que vous avez aujourd'hui, y compris des pays comme l'Arabie saoudite, qui disent nous n'avons pas, ce ne sont pas les États-Unis qui vont nous dicter notre développement et ce que nous devons faire. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas Washington qui va nous dire contre qui nous devons partir en guerre ou avec qui nous avons le droit de travailler. Hmm. Nous voulons nous développer en harmonie avec d'autres pays. Et vous voyez, par exemple, au travers des BRICS ou au travers de l'Organisation de coopération de Shanghai, des États très différents, avec des régimes politiques très différents, que ce Oui. soit la Russie, la Chine, l'Inde, Hmm. le Brésil ou d'autres États, hein. Je passe les détails que j'explique dans le livre, qui, au-delà de leurs différences culturelles, politiques, de leur histoire, font des projets communs. Et ces projets communs favorisent le développement, les rencontres entre les populations, mais Hmm. aussi des avancées sur le plan économique et sur le plan social. Donc, Ce ne sont plus des rapports de dominant à dominé, ce sont des coopérations mutuellement avantageuses. hmm. Et ça, je trouve que c'est un signe d'espoir merveilleux, comme vous le savez, vous pouvez voir Clémence, pardon, qui est absent de la plupart de nos médias, et c'est bien regrettable. Ben voilà, on va donner un petit peu d'espoir en 2024 grâce à vous, Jean-Louis Imbert, malgré tout, et attendre que ces autres pays puissent peut-être influencer notre propre politique. Et c'est évidemment ce que vous sous-entendez dans votre espoir venu de l'Est. Merci encore, Jean-Louis Imbert. Je rappelle le titre de votre livre, Les Destructeurs, US Imperium. C'est la fin, selon vous, et c'est un livre chez Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous, tout de suite, nous terminons avec, eh bien,